Bonsoir, merci d'accueillir Anouk Grimbert et Arnaud Desplechin. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Anouk, c'est la première fois, alors qu'Anouk est maintenant montreuilloise, donc on est hyper content que tu sois là, d'autant que le film est vraiment, vraiment formidable. Ouais, ça te fait identifier aux montreuillois, ça peut dire ici. Ouais. Et Arnaud, on est hyper content que tu sois là pour la 18e fois. Non, je plaisante un peu, mais c'est vrai qu'il y a une petite course, y compris avec Jacques Audiard, qui revient bientôt sur celui qui vient le plus souvent. Et je crois que t'es pas mal dans le positionnement. Donc ça nous fait très plaisir, parce que voilà, le film nous est cher. Et qu'on avait envie d'en reparler avec toi. Je vais faire bref, puisqu'on n'a pas le droit de vous raconter le film, puisque sinon il n'y aura pas de suspense. Juste pour vous dire, c'est un projet qui remonte à il y a vraiment longtemps. C'est un texte qui me trottait dans la tête, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, et je ne savais pas comment le faire. En fait, ça m'est apparu pendant le confinement. On s'est dit, en fait, il faut le faire, on aura l'occasion d'en parler après, il faut le faire ici et maintenant, tout de suite, juste quand le confinement se lèvera. Il faut le faire tout petit. Ce sont des acteurs français qui jouent à l'Angleterre, qui jouent à l'Amérique, qui jouent à l'anglaise. Il faut le faire ici et maintenant. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est ce qui sera exposé dans les... Ça, c'est pas vous déflorer le film, puisque c'est dans les premières secondes du film. C'est ça se passe ici, et pourtant ça se passe ailleurs, avant les Twin Towers, avant les téléphones portables, dans un temps avant, et ça se passe ailleurs, et pourtant c'est ici et maintenant. Et enfin, je suis particulièrement... On se connaît depuis un moment, nous en parlions à la cantine. Ça me touche particulièrement parce que ce film aura été l'occasion pour moi de enfin rencontrer Anouk Grimbert et d'être à côté d'elle ce soir, toujours. Voilà, on s'en parle après le... Merci Arnaud. Merci Arnaud. Alors là, ta compagne t'engueulerait en disant oui, t'as dit ici maintenant, mais t'as pas précisé que du coup l'implication c'est que c'est en français et pas en anglais. Ah voilà, ce sont des Français. Il faut lui écrire ces textes introductifs. Voilà. Après, il est très bon après les films, mais au tout début, il y a toujours un petit flottement. Parce que c'est le crack. Voilà, donc tout est en français, on l'a dit. À tout à l'heure, à tous les deux, merci. Et merci à Clémence Dubac, la distributrice, sans qui on ne pourrait pas organiser ce type de rencontre. Anouk Grimbert et Arnaud Desplechin. Alors, parce qu'Anouk est là, je veux bien qu'on commence par aborder son personnage et le choix de l'actrice d'abord. Y compris parce que j'ai fait une découverte en revoyant des bouts de films tout à l'heure, parce que je voulais revoir la grande scène d'Anouk. Il y a un truc qui m'intrigue vachement, mais je vais le réserver pour le deuxième temps. D'abord, je voudrais savoir, tu disais tout à l'heure que c'était la première fois que tu étais sur scène à côté d'Anouk, mais c'est aussi la première fois que tu la diriges. Tu l'as choisi, pourquoi pour ce rôle-là? Enfin, comment s'opère là la question du casting? Ça m'est arrivé parce que ça m'est pas arrivé... Si ça m'est arrivé régulièrement, c'est des personnages où je ne sais pas comment il faut les jouer. Donc il faut que je rencontre une actrice ou un acteur qui m'apprenne comment est-ce qu'on peut jouer. Et c'est vrai que le personnage de l'époux, c'est un personnage qui se tenait entre plein de paradoxes différents, qui est un peu le point douloureux du film, qui est un peu aussi qui arrive à la fin du deuxième tiers comme le cœur du film, comme son énigme, mais je ne savais pas comment le faire. Ça faisait un moment que j'y pensais, parce que à cause de films, il y a bien entendu des films d'Anouk, moi aussi je pense à des spectacles, des pièces de théâtre qui m'ont marqué dans le temps ou récentes, qui ont été des chocs pour moi. Et il y avait une chose que je trouvais très précieuse chez Anouk, et je n'étais pas sûr de mon coup, donc quand on s'est rencontrés, j'étais très incertain, c'était qu'il y avait une représentation de l'enfance ou de la part d'enfance dans le jeu de Anouk qu'elle a pu donner à voir, et qu'elle a donné à voir de façon tellement différente avec la maturité. Je pense par exemple aux Françons dont je t'avais parlé, je pensais aussi par exemple
à une épouse trompée dans un biopic sur Camus que j'avais vu à la télévision, où tu avais un rôle tout à fait admirable et tout ça. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qui se passe peut-être, c'est qu'à l'épouse, elle n'a pas droit à l'enfance. Tous les personnages du film ont droit à l'enfance et elle, on lui refuse. Et donc de voir une enfant à qui on refuse le droit à l'enfance, je trouvais ça super beau. Et donc on s'est rencontrés, et puis et après elle m'a appris le rôle. C'est elle qui s'est connue. C'est bien, comme ça tu passes le relais. Anouk, du coup, qu'est-ce que ça te faisait d'avoir un coup de fil d'Arnaud Desplechin pour jouer un rôle, et ce rôle-là en particulier, et ensuite, comment vous avez travaillé pour que tu lui fasses découvrir ce qu'il avait écrit? Je sais pas, les films d'Arnaud sont parmi les films que j'adore, parce que je rêvais, quoi. Mais j'osais même pas rêver, mais je me disais, mais en voilà un qui fait pas jouer les acteurs, il les fait arrêter de jouer. Et ça, c'est le comble du métier, quoi. Et je rêvais pas, parce que je me disais, on se connaîtra jamais. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais il y a des gens qu'on aime et on ne les connaît pas, puis c'est comme ça. Et puis on s'est rencontrés un matin, et tout a été simple dès la première seconde. Moi, j'ai trouvé très simple. Et pourtant, il m'a dit, je ne sais pas comment on fait, cette femme. Et ce qui peut-être nous a aidé à construire ça, c'est qu'il me demandait d'être une femme trompée et jalouse. Et moi, je lui ai tout de suite dit, la jalousie, je ne connais pas bien. C'est pas un sentiment qui m'est très familier. Et puis, à un moment, il me parlait aussi de costumes et il me disait, mais une femme trompée, elle met peut-être des petites robes jolies et tout ça. Et je lui dis, non, je crois pas. Je crois que quand on est trompé, on ne cherche pas à séduire comme ça. En fait, on a tout de suite parlé de la vie. Et c'est comme ça que le terreau du cinéma, c'est fait. Et puis après, je sais pas, on a une femme jalouse, c'est parfois, ça fait des crises, ça fait du bruit, c'est pas, non, ça serait pas bien. Non, non, on n'aime pas. On n'aime pas. Non. On n'aime pas et surtout on ne le sent pas. Mais ce que je sentais dans le film d'Arnaud, c'est que plus que ce qu'il dit encore, oui, mon homme refusait ce droit à l'enfance, à l'innocence, comme ça. J'avais l'impression qu'il me refusait pire encore que l'amour, il me refusait la vérité. Et que ça, c'est la négation, c'est le héros, tout en étant poli et intelligent avec elle et tout ça, vraiment il sait plus faire avec elle, il sait plus jouer, quoi. Et bizarrement, lui gigotait beaucoup et elle gigote pas tant que ça. Elle demande qu'une chose, c'est qu'ils disent la vérité, parce que la vérité c'est bien moins pire que les torsions de ménage. Mais après le film en entier, il y a aussi que c'était un petit rôle, mais tout le propos d'Arnaud, tout ce qu'il y avait dans la tronche m'intéressait beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup, moi, comment les artistes, bon, là c'est un écrivain, mais là on a un cinéaste devant nous, vous avez une comédienne devant vous, on est tous des gens qui utilisons notre vie, mais pas que la nôtre, la vôtre. On prend, on n'est pas des voleurs, mais on prend chez les gens qu'on aime, on prend beaucoup chez les gens qu'on aime, mais pas que. Et c'est comment se construit un imaginaire. C'est pas seulement, il y a une histoire d'amour évidemment, mais il y a aussi que cet homme-là, à partir de cette histoire d'amour, va fabriquer une autre histoire d'amour qui est celle avec de l'écriture. Moi, je suis la fille d'un écrivain, j'ai vécu avec un écrivain, avec un cinéaste, j'ai été pillée, pas pillée, non, j'étais là, consentante, d'accord, et je trouve que c'est très intéressant, quoi, comment toutes ces femmes ont aimé être dans deux espaces, dans l'espace
qu'elle partageait avec l'homme et dans l'espace mental de sa tête à lui, ce qu'il allait en faire un jour plus tard. Et je trouve que c'est un film très honnête. Voilà. Et je savais. Il m'a dit, dans le premier rendez-vous, il m'a dit, ça fait 20 ans que je veux faire ce film. C'est très appétissant d'entendre ça. C'est vrai, c'est très appétissant d'entrer dans un vieux rêve. Qui bouge. Et puis d'entrer dans la... Bon, il racontait l'histoire d'un écrivain, mais il ne faut pas être trop débile pour savoir qu'on entrait aussi dans sa tête à lui, de qu'est-ce que je fais quand je raconte une histoire, et on s'en est jamais parlé, mais c'est, je crois, un peu évident. Il dit bien sûr, mais il le dit loin du micro, t'as vu, c'est drôle. Non, pas du tout. Alors, rebondissons là-dessus quand même. Qu'est-ce qui t'intéressait, toi, dans le discours du livre, donc Tromperie, Deception, par rapport à la création, justement? Pas vraiment sur le rapport à l'histoire d'amour, mais sur l'acte de création. Sur l'acte de création, je suis obligé de... Ce n'est pas la question que tu poses, mais... Ça commence bien. Ouais. Que ce soit des portraits de femmes, que ce soit un homme, un narrateur qui disparaît, parce que souvent on peut penser que l'auteur ou le créateur, il apparaît devant... Donc que ce soit l'histoire d'un homme qui disparaît derrière ces personnages. Ça, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup, dans la liberté des personnages et que les femmes prennent toute la place. C'est ça qui m'avait frappé dans le livre. Par rapport à l'acte de la création, je ne sais pas si je vais m'en souvenir, je venais de lire récemment un livre qui est à paraître en janvier, dont le titre m'échappe, qui est le prochain livre de Geneviève Brisac. Et à un moment, son grand-père dit à la narratrice: je ne veux pas que tu deviennes écrivaine, parce que un jour, quand on commence à écrire, on finit par dire du mal de son mari et vos enfants ont honte de vous, parce qu'aucun enfant n'aimerait avoir pour mère quelqu'un qui se répand en public. Et la réponse de la petite fille à son grand-père, c'est: mais toi qui aimes tant lire, pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de m'amuser? Et voilà, c'est cet amusement, comme il le dit dans la dispute. À un moment, il lui dit le mot en latin que je ne connaissais pas, homo ludens. C'est ça que quand je parlais de... Il ne sait plus rigoler avec elle, avec son épouse. Mais pourtant, il rigole. Évidemment que c'est drôle. De créer, c'est drôle, c'est amusant. Le procès, c'est drôle. Et le fait... J'avais une amie qui m'a envoyé un texto qui avait vu le film la semaine dernière, me disait: c'est un type qui n'éprouve aucune culpabilité. Alors, est-ce que ça fait de lui aucun désir de rédemption? Ça, il n'a pas de désir de rédemption, d'absolution. Il ne veut pas d'absolution. Et ça, quelqu'un qui ne veut pas être absous, d'une part, je trouve ça très moral, et d'autre part, ça en fait un ami, tout de suite. C'est quelqu'un qui ne désire pas l'absolution. Tout de suite, c'est un camarade, je sympathise avec lui, je trouve ça parfait. Et du coup, le personnage, aussi critiquable qu'il soit, j'avais une empathie pour lui, par cette absence de désir d'absolution. Oui, qui pourrait s'appeler autrement. Je dis ça parce que l'expression est dans le texte de Charlotte Garçon, dans un article des Cahiers du cinéma, qui est très bien, qui utilise l'expression « toute honte bue ». Il y a vraiment quelque chose comme ça dans le personnage, c'est-à-dire que la question de la honte n'existe pas. Le mot existe dans le texte d'ailleurs, mais... Oui, la honte, c'est pas quelque chose qui est fait pour les... C'est pas un sentiment qui est utile pour les écrivains. Évidemment qu'on se sert de notre honte, on se sert de l'humiliation, on se sert de... Mais peut-être aussi, c'est... si je peux... Je peux pas parler sans esquiver le truc de Roth en général, qui est un écrivain que tout le monde n'a pas lu, que moi j'ai lu beaucoup, que j'ai pratiqué beaucoup, et qu'il y a une chose, je me souviens que je l'ai lu un petit peu tard, je vous l'ai raconté, je l'ai lu vers les 25-26 ans, j'ai commencé à le lire, et tout d'un coup j'ai éclaté de rire au premier livre de lui que j'ai lu, et je trouvais qu'il faisait quelque chose qui était formidable, c'est qu'au lieu de laisser l'auteur ou l'écrivain sur un piédestal, il le faisait tomber son piédestal. Et qu'il écrivait tous les livres de Philippe Roth se passent en se servant de sa vie privée, donc celle de ceux qu'il connaît, donc etc. Et qu'il se sert de lui-même qu'il ait à lui-même son propre matériel, et un matériel comique. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est une obsession chez moi. C'est vrai que je crois qu'il n'y a pas de métier que j'admire autant que s'il y en a un autre, poète, mais sinon c'est acteur, c'est des métiers que j'admire. C'est parce qu'ils sont à eux-mêmes leur propre matériel. C'est qu'un musicien, il a des notes, un peintre, il a des pinceaux, un acteur, il n'a que lui. Et tout d'un coup, je suis tombé sur un écrivain qui s'est dit, ben, dans le fond, si je veux raconter des histoires, j'ai que moi. Voilà. Je suis mon matériel, et c'est avec ça que je vais faire de la farce, du drame, de la tragédie.
Et ça, j'ai trouvé ça admirable. Et du coup, faisant un film sur Philippe Roth, j'avais aussi l'impression que c'était un film qui était un hommage aux acteurs. Alors, je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que j'allais contourner et pas en parler tout de suite. En fait, en revoyant la scène avec Anouk, j'ai l'impression qu'à un moment, le personnage parle de la présence de Rosalie et du fait que l'écrivain a eu un vrai contact avec Rosalie et que donc elle existe vraiment. Mais elle en parle comme si elle était sûre que le personnage de Rosalie existait, sans évoquer le fait qu'elle était présente dans le plan de cinéma que toi, tu réalises, où en fait, elle est le témoin de la conversation téléphonique. Témoin de la conversation téléphonique. Mais si, ça marche. Tu as eu des coups de téléphone avec Rosalie. Elle était de l'autre côté du coup de téléphone, puisqu'elle se prépare dans la soirée avant qu'il sorte et que lui en tuxedo avec son nœud papillon. Elle était là. Elle était aux premières loges. Rosalie, c'est vrai. Ivan, c'était vrai. Tout était vrai. Donc pourquoi la vente anglaise ne serait pas vrai? Alors c'est vrai et c'est pas vrai. C'est les deux choses en même temps. Qu'est-ce qu'on a rêvé dans une histoire d'amour? Qu'est-ce qu'on a imaginé? Qu'est-ce qui a été réel? Et lui, il ne peut pas savoir. Lui, il dit, mais pourquoi on ne s'en amuse pas? Effectivement, elle ne peut pas s'en amuser parce qu'il ne l'invite pas à son jeu. Elle n'est pas invitée au jeu. Et en tout cas, les nouvelles règles du jeu qu'il lui propose ne lui conviennent pas. Alors du coup, c'est irréconciliable. Les deux points de vue, c'est pour ça que la scène était horriblement difficile à jouer, c'est que les deux points de vue sont également défendables. Du coup, ça fait un conflit qui est passionnant à filmer, quoi, et qui est vertigineux. Et la fragilité de l'épouse, que Anouk a bien voulu donner à l'épouse, ça fait trembler, ça fait vibrer le film. Alors on se dit, mais alors il a menti, parce que quand même Denis est super bon monteur, on se dit, il a menti. Et quand apparaît l'amante anglaise qui revient à l'épilogue, je me dis, ouf, ils se sont connus, il n'a pas complètement menti. Et du coup, je suis un tout petit peu soulagé. Oui, parce que pour le dire autrement, Anouk est tellement bien dans cette scène, vraiment, j'ai déjà dit ça à Arnaud avant de savoir que tu venais ce soir, que moi, vraiment, j'ai une espèce de vertige pendant cette séquence, et je me dis, mais en fait, oui, il a raison, tout ça n'est que ce qui s'est passé dans sa tête, et en fait, là, on va avoir une espèce de vérité et de renversement possible, c'est-à-dire que nous n'avons assisté qu'aux projections mentales du cinéaste, on a déjà vu ça dans d'autres films, ce qui fait que votre tension, là, elle met tout le film en crise, en fait, y compris le statut même de l'existence réelle ou pas de ces adultères. Et la scène, elle est burlesque, mais le burlesque, ça n'empêche pas d'être horriblement malheureux. Vous voyez, si vous tombez sur les fesses, ça n'empêche pas que vous poussiez, vous pouvez faire très mal, mais ça fait rigoler. C'est affreux, mais on voit ça dans les films muets. Vous voyez, Charlot, il tombe, il se fait mal, et ça fait rire. C'est affreux, quoi, mais c'est comme ça. La scène, elle est drôle, et elle est tragique en même temps, et on est partagé entre les deux. Du coup, c'est un tout petit peu mon régime, quoi. Alors, j'en pose une petite dernière, puis on va passer la parole à la salle assez vite. Juste dire deux mots sur la réorganisation du roman, parce que la particularité du roman, il y en a plusieurs, mais d'abord, il y a des ellipses constamment, représentées par des étoiles, donc on peut avoir des très courts passages, des très courts paragraphes, et puis tout à coup, on va passer à un autre dialogue, et on ne sait pas du tout le temps qui sépare ces deux temps de narration, et surtout, les personnages ne sont pas identifiés. Donc on ne sait pas qui parle, si c'est elle ou lui, si c'est un homme, une femme. Et parfois même on se demande si c'est pas une rêverie sur certains des personnages. Et par ailleurs, c'est un roman qui n'est pas composé de façon chronologique, claire. Voilà. Donc ça donnait quand même une matière littéraire, y compris parce que le style est quand même extrêmement travaillé et souvent qualifié de littéraire précisément, qui était a priori rétif à l'idée d'une adaptation cinématographique. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit... on va opérer un certain nombre de choix pour construire un récit à partir de choses qui ont l'air d'être aussi hostiles au récit, a priori. Mais le livre se présente plus comme un essai que comme un roman proprement dit, puisque c'est comme Stéphane disait, c'est juste des fragments de dialogue, sans didascalie et sans nom de personnage. Et on ne sait pas d'où ça vient, c'est parce que c'est des bribes de vie que l'écrivain attrape ou qui rêve, peu importe. Ce sont juste des bribes. Alors avec Julie Père, on a désiré rajouter du roman. Ça, j'avais envie de vous raconter une histoire. Le chapitre le plus difficile à faire, c'était la rupture, puisque ce sont des états du couple, puisque au début du livre et du film, ça va plus trop bien entre Léa et Denis, ils couchent pas trop ensemble, elle est assez déprimée, tout ça, puis à un moment ça revient, puis à un moment ils s'éloignent, etc. Et dans le livre, il n'est pas précisé comment ils rompent. Donc moi, je voulais pas rajouter du texte à Roth, je voulais me servir que du texte de Roth et donc faire un exercice de lecture, d'analyse de texte, en disant mais qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ils rompent.
Donc c'était une période d'analyse de texte avec Julie et de réorganisation du matériel qui va jusqu'à la scène où il lui offre le chèque, conséquent par ailleurs. Et vous aviez les sous-titres, donc vous avez pu voir la mention sur le chèque. Et, 100 000. Oui. Non, je crois que c'était 200 000. Je crois que c'est 100 000. 100 000. J'ai oublié. Peut-être j'étais à VAR au dernier moment. Et, oui, quand même. Et donc il y a eu ce travail de réorganisation. Mais quand vous parliez de qu'est-ce qui projette ça, il y a une réplique, vous voyez, c'est comme un chapitre, c'est entre deux étoiles, il y a un fragment de temps qui est extrait. Et je me disais, voilà, c'est parfait comme matériel pour un réalisateur. Il est écrit juste, vous voyez, il n'y a pas le nom du personnage, il est écrit « Oh, une nouvelle ceinture ». Alors, est-ce que c'est une femme qui dit ça à un homme, dans des circonstances que l'on peut imaginer? Est-ce que c'est un homme qui enlève la ceinture d'une femme? Est-ce que c'est deux hommes? Quand est-ce qu'on dit ça? Alors, du coup, ça provoque l'imagination. Alors après, on a eu l'idée qu'elle a un col de première communiante, vous voyez, qu'elle soit à genoux devant Denis. Vous voyez, toute la trivialité et la poésie de la scène nous enchantait. Et puis en même temps, c'est que toutes ces choses qui arrivent dans les amours extra-conjugales, c'est-à-dire les choses où il n'y a aucune habitude, où rien ne se répète. Parce que quand vous avez des amours quand vous avez des amours conjugales qui sont délicieuses, vous savez que vous retrouverez la personne aimée. Quand vous quittez quelqu'un qui faisait une relation conjugale, vous la voyez le mardi, vous ne savez pas du tout si vous la verrez le jeudi, peut-être ce sera plus jamais. Donc tout est arraché au temps, tout est arraché à l'habitude, tout devient miraculeux. Et juste cet instant, ce souvenir devient infiniment précieux et scintillant. Alors du coup, je me disais, c'est parfait adapté parce que le livre manque de chair. Donc justement, avec les acteurs, on peut apporter ça, on peut faire chanter le texte. Du coup, c'est ça que je crois qui est invité à l'adaptation. D'ailleurs, il y a une expression que tu utilises de temps en temps pour parler du film, c'était que le projet, c'était de faire une collection d'épiphanies. Oui. Et cette collection d'épiphanies, elle est liée à cette espèce de caractère extraordinaire et fragile de la relation adultère, mais elle est aussi liée à un parti pris de mise en scène qui va être de travailler à partir d'un espace quand même très très exigu pour le métamorphoser par la lumière, par le positionnement des corps dans le décor, par l'apparition progressive du décor dans le rapport entre le théâtre, puis les mots qui font apparaître la scène principale. Enfin, voilà, comment vous l'avez travaillé ça avec le décorateur, mais aussi avec les acteurs et le chef-op, pour essayer de faire en sorte de provoquer des variations à partir d'un système qui se décrivait dans le livre, en tout cas, comme potentiellement répétitif? Ben, on a essayé d'avoir de l'imagination. Oui. On était obligé, c'est-à-dire, quand j'ai fait, on en avait parlé, mais quand j'avais fait le compte, sur toutes les scènes, hein, sur la scène de l'épouse, la scène est invraisemblablement longue, donc du coup on l'a ventilé, ils sont à la table, ils sont après au canapé, puis après ça elle part à la cuisine, puis après ça on les retrouve dans la chambre, puis ils redescendent l'escalier. C'est de faire toutes les variantes de jeu, de disposition, de trouvailles qu'on peut faire dans la façon de filmer, etc., en essayant que vous ennuyiez pas. C'est ça le but. Et juste avant de tourner, ou 2 semaines avant de tourner, j'avais fait le compte et je m'étais dit, oh là là, entre Lamante et Philippe, je crois que je dois avoir 62 scènes où ils sont dans un bureau, et ben, on est mort. Et donc il fallait trouver 62 variantes. Vous voyez, d'une fois ils sont sur le canapé, une fois ils sont assis, une fois ils sont dans le parc, une fois il neige, une fois il fait soleil, une fois ils sont dehors. Et c'était toutes ces variantes-là qui fassent que la parole, elle puisse une fois de plus chanter ou se mettre en scène et trouver le décor approprié pour chacune des scènes. Et ça, c'était une compétition d'inventivité. Alors, on a eu la chance de travailler avec Yorick Lesso et Thomas Bacchini, le décorateur et le directeur de la photographie, qui sont dans l'autre sens, qui sont deux amis et qui sont et puis qui regardent bien les acteurs. Yorick et le décorateur, ils savent bien regarder les acteurs. Donc ils savent ce que c'est jouer, ils savent ce que ça implique. Et donc ils pouvaient... Mais par exemple, c'était un détail. Le bureau de Philippe était refait à l'identique. Parce qu'il c'est très documenté, Philippe Roth était beaucoup filmé, il y a beaucoup de photos sur Philippe Roth, etc. Donc tout était refait. Donc du coup, Denis, qui est l'acteur que l'on sait, le metteur en scène que l'on sait, mais qui est aussi écrivain, il ouvrait un tiroir, il y avait les stylos de Philippe Roth, il y avait les balles de baseball que Philippe Roth collectionnait, signées par le joueur préféré une fausse signature du joueur de baseball préféré, etc. Les livres correspondaient dans la bibliothèque, etc. Ce qui fait que Denis pouvait improviser, tout était prêt. Et donc pour les 2 scènes d'écriture, on le voit écrire d'abord quand il recopie les propos de l'amante anglaise, puis quand il raconte le mariage mixte, du coup la machine à écrire, les tablettes, le lutrin, tout ça est à l'identique. Donc du coup ça a été une invitation au jeu. Vous voyez, du coup c'était de
vous proposer un terrain de jeu le plus libre possible. Alors le jeu, il peut être dans le plaisir de la variation, mais il peut être aussi dans le plaisir de la répétition, pour le coup. Ça, c'est quand même une des singularités du style Desplechin par endroit. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir un dialogue qui commence, je pense précisément au récit du mariage mixte, où tu vas avoir une reprise d'une même phrase entre le temps de la narration et le temps de l'action réelle. Et du coup, tu peux être à la fois dans le salon en train de commencer le récit, puis tu vas voir le dialogue direct avec le père, puis tu vas revenir, mais cette fois dans la cuisine pour continuer. À quel moment on choisit ce temps-là où tout à coup on fait sciemment bégayer le récit? Ça s'est passé de... C'est-à-dire que j'ai pour habitude, on l'avait fait à tous les deux, mais je l'ai fait avec chacun des acteurs, mais séparément. J'ai pas demandé aux acteurs, si vous voulez, de lire le texte ensemble, parce que je préfère garder ça pour le tournage, quand la caméra est là. Le truc que je dois raconter sur le théâtre avant, je préfère que la caméra soit là quand il commence à jouer. Mais on lit le texte un peu avant pour voir s'il y a des problèmes, tout ça. Et donc on lisait le texte avec Denis, et quand j'arrive à la scène de mariage mixte, je dis... alors c'est moi qui lis le texte souvent, et puis je le passe à l'acteur, je le repasse comme ça l'un de l'autre. Et je lis le texte de Denis, et quand j'arrive à cette scène-là, je dis je suis désolé, celle-là je ne sais pas la jouer, elle est beaucoup trop longue, t'en fais pas, je vais couper tout ça, je vais raccourcir le texte drastiquement, et tu arriveras avec quelque chose de merveilleux à jouer. Et Denis, avec une voix d'enfant, me dit Arnaud, je pourrais l'essayer. Et à ce moment-là, il la lit et il la double. Oui, parce que comme il connaissait toutes les dates des guerres israéliennes, il commence à broder au-dessous de la guerre du Liban, il commence à... Et du coup, ça devient génial. Et du coup, quand je me suis dit ça, avec Oumanski, on s'est dit, bon, on va raconter la scène 2 fois. Et de 2 façons différentes, avec des improvisations différentes. Une fois, il la raconte avec sa compagne, et Léa se tape les cuisses de rire en l'écoutant dans la cuisine, et après, il le raconte à Newark, à son père. Et après, c'est au montage qu'on arrive à passer d'un régime en fonction des improvisations des acteurs, on arrive à passer d'un régime de récit à l'autre. Mais quand on écoute 2 fois une histoire, et 2 fois plus drôle, c'est un vieux truc de café quand il part le soir. Bonsoir messieurs, dames. Bonne année pour tout le monde. Alors je veux savoir pourquoi tromperie n'a pas de S. Pourquoi il n'y a pas au pluriel alors qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de tromperie dans le film. Le titre, j'ai choisi de respecter le titre du livre de Roth, puisqu'il était intitulé comme ça. J'ai l'impression que la tromperie, c'est celle que l'épouse, elle se ressent trompée, elle ressent qu'il y a une tromperie lui a été faite. Pas la jalousie, dont heureusement tu t'es débarrassé. Il a trompé parce qu'elle ne lui dit pas la vérité. Mais en même temps, lui dit, je ne sais plus où est la vérité. Donc il ne peut pas te dire. C'est là où c'est irréconciliable. Et pour moi, je ne sais pas si le titre est une bonne piste ou une mauvaise piste, parce que j'ai l'impression que chacun des personnages, à sa façon, est extrêmement fidèle à lui-même. Et c'est ça qui me touche dans les personnages, c'est que Denis est fidèle à lui-même, j'ai l'impression que son épouse l'est, j'ai l'impression que Rosalie Nichols, Emmanuelle DeVos est fidèle à elle-même. C'est que tous, ils sont d'une manière, ils sont fidèles entre eux. Alors peut-être que le tromperie est un faux ami, une fausse piste, mais je sais pas comment toi t'interprètes le titre. Il y a aussi que j'ai l'impression que le film raconte à la fois une histoire réaliste et puis il raconte tout ce qui se passe dans nos théâtres intérieurs. Et on est à la fois, mais tous, en fait, toute la vie, on est tous comme ça à vivre des situations avec un tel ou un tel et vivre autre chose dans notre tête. Et on est double. C'est pas de la tromperie, mais c'est pas non plus de la transparence. Et la transparence, par exemple, c'est au singulier. Et pourquoi parce qu'il y a 12 et pourquoi il n'y a pas l'été? L'automne, le printemps et l'hiver. Ça, c'est une idée qu'on a eue avec le chef opérateur, avec le directeur de la photographie, Yorick Le Sceau. Si on voulait organiser, comme je vous disais, ajouter du roman, je crois que l'été y apparaît. Et on s'est dit, bon, on va raconter ça comme ça. Au début, ça s'appelle Automne. Et le couple adultérin s'entend plus tellement. Elle a trop de soucis, elle a cette grosseur au col de l'utérus, elle a plus envie de le voir, elle se dit qu'elle perd son temps, etc.
Et puis arrive l'hiver, et tout d'un coup, l'amour devient absolu, ils s'entendent comme larron en foin, c'est la passion physique qui s'étreigne et c'est formidable. Et puis voilà le printemps, et le printemps, lui, il part à New York pour voir, pour avoir son ami, pour voir ses éditeurs, pour retrouver sa famille, etc. Et elle se dit, un jour ou l'autre, il se cassera. C'est-à-dire, il vit en exil à Londres, mais un jour ou l'autre, il me laissera tomber, évidemment. Donc autant que je le quitte la première. Et c'est l'automne, et c'est le printemps, le moment où les bourgeons le refleurissent, et c'est le temps de la rupture. Et arrive l'été, et là, c'est l'épilogue, et ils sont affreusement malheureux. Et je trouvais ça super que les saisons soient à contre-temps du rythme des sentiments. Je rebondis quand même sur la question de la tromperie. Évidemment, le titre résonne autrement à la fin du film, dans la dernière scène, qui fait partie de mes scènes préférées. Quand le personnage, tout à coup, se demande si elle ne s'est pas trompée et que Denis lui répond « Non, tu ne t'es pas trompé. » Non, tu ne t'es pas trompé. Puisque là, il y a la question de la fidélité à soi-même, il y a la question du fait qu'ils n'ont pas rêvé, justement, de leurs sentiments et leurs relations. Non. Ils se sont pas trompés. Ils se sont pas trompés au sens de tromper autrui parce qu'on aurait couché avec quelqu'un, etc. Ils se sont pas trompés parce qu'ils se sont bien trouvés. Ils se sont bien trouvés. C'est vrai que les moments qu'ils ont connus, ils les ont connus. Ils se sont appris un peu des choses, et il y a ce trait, quand je vous parlais au début, je vous disais ce qui me touche dans le livre, ce sont ces portraits féminins, et donc des portraits d'actrices, c'est qu'il me semble que chacune, de manière malheureuse pour l'épouse, de manière très mélancolique pour l'étudiante, de manière douloureuse aussi pour la Tchèque, l'immigrée tchèque, mais chacune, dans les disputes ou dans les rencontres ou dans les grincements avec Philippe, peut être à la conquête d'elle-même. Et j'ai l'impression que cet écrivain, qui est juste une oreille, un audiophile, quand tu te moques de lui, il a raison, comme il les écoute, il ne leur demande pas d'être exceptionnels. Il trouve que tout est intéressant chez chacune. C'est intéressant. Et du coup, je pense en particulier au personnage de Léa, qui est contrainte, qui est déplacée, et ben peu à peu, elle peut être un peu plus elle-même. Pas grâce à lui, c'est parce qu'il est là, qu'il l'écoute. Alors du coup, elle peut se réapproprier ses mots. Et en ce sens-là, je trouve que c'est pas sans faire penser, sans rappeler le principe de la psychanalyse. Non pas, Philippe n'est pas un saint, c'est pas un psychanalyste, mais cet endroit, ce bureau, leur permet à chacune de se retrouver, de s'appartenir un peu plus. Et ça, de montrer un personnage féminin qui s'appartient un peu plus à la fin du film qu'au début, je trouve que c'est précieux. Ce qui est quand même, mine de rien, un autre regard sur la question de l'adultère, parce que ça parle aussi de ça. Je dis ça en écho à la grande librairie là, que tu as faite, et où on voyait un extrait de Philippe Roth qui disait, mais de toute façon, tous les grands romans du 19e siècle parlent de l'adultère, et il cite Anna Karénine et Madame Bovary, et il dit, mais on ne peut pas écrire la même chose qu'au 19e siècle, le point de vue sur l'adultère a forcément évolué. Et en fait, moi, en revoyant Tromperie, je me disais, je sais pas, parmi les grandes références autour de l'adultère dans le cinéma français, qui t'est cher, il y a entre autres la peau douce de Truffaut, et L'amour l'après-midi de Rohmer, dont on sent potentiellement que ton film peut dialoguer avec eux, sauf que sur cette question-là, du point de vue sur l'adultère, ton film est infiniment plus audacieux ou libre que ces deux films-là, qui sont quand même des films qui finissent par alerter sur les dangers possibles de l'adultère dans le cas de Truffaut, et ramener évidemment vers le domicile conjugal dans le cas de Rohmer. Là, il y a un choix qui est précisément d'être au-delà du bien et du mal, d'une certaine façon, par-delà le bien et du mal. Et ces deux cinéastes qui comptent beaucoup pour moi, La peau douce, c'est pas un film avec lequel j'ai des facilités, mais je crois que c'est un film qui vient des romans du 19e siècle, pour le coup. Et Truffaut avait une vie beaucoup plus libre que ce qu'on peut lire dans La peau douce, même s'il a tourné dans son appartement. Et quant à Rohmer, c'est un film qui compte énormément pour moi, L'amour l'après-midi, parce que je pense que Rohmer, on avait parlé d'un des plus grands plasticiens du cinéma, et que c'est quelque chose qui se sait peu, et que ce film est une splendeur visuelle de chaque instant. Et pour autant, oui, le couple revient à la norme à la fin, mais Rohmer était un catholique fervent et je ne le suis plus. Donc, ça m'autorise. Oui, c'est une question que je voudrais poser à Anouk Rambert, mais Arnaud Desplechin peut y répondre aussi, s'il veut. Vous parlez de la question de la jalousie, et vous avez préféré traiter en tant qu'actrice la question de la tromperie, c'est-à-dire que c'est plus
l'amour trahi qui est en jeu, mais la vérité trahie. Qu'est-ce qui vous a amené à ce choix? Est-ce que c'est ce que vous avez lu dans le scénario? Est-ce que vous avez trouvé que c'était plus intéressant? Effectivement, je trouve que c'est plus intéressant. Mais qu'est-ce qui vous amène à faire ce choix-là? Je pense avoir été clair. Oui, en fait, c'est pas qu'un choix artistique. Dans ma vie, la jalousie est quelque chose que je déteste. Je déteste l'éprouver. Je déteste la voir chez les autres quand ils sont jaloux de moi. C'est vraiment un sentiment que je déteste et que je peux comprendre, mais que par chance je vis pas très souvent, et quand ça m'arrive d'en éprouver cette espèce de rouille du cœur, je le combats et je sais le faire. Et à force de savoir le faire, c'est plus quelque chose qui est tellement en moi. Après, quand Arnaud m'a fait lire son scénario, c'était rigolo parce que il me mettait face à ça. Et en même temps, je sentais qu'il y avait aussi l'espace possible. C'était pas la caricature d'une femme jalouse et trompée, c'était... je crois, mais de toute façon, on comprend les choses, on comprend ce qu'on lit, on comprend ce qu'on vit à partir de ce qu'on est ou de ce qu'on n'est pas. Donc, quand Arnaud m'a donné à lire ces moments de si grand désarroi de cette femme, moi, j'ai eu le sentiment que... En fait, la jalousie, je trouve que c'est très conventionnel. C'est un sentiment qui est quasi... c'est comme un chien de Pavlov, quoi. Alors que... en plus, je pense, moi, que... quand j'ai lu le scénario dans sa totalité, ce mari, cet homme, son mari, quoi, il a une élégance, et on peut imaginer qu'une femme qui vit avec un écrivain, qui donc vit beaucoup dans sa tête, peut comprendre très bien qu'il ait des amours mentales et un peu réels pour faire marcher sa tête, quoi. Moi, je comprends qu'une épouse soit complice et même heureuse de la liberté de son homme. Je sais pas si je vais... Mes mots, la liberté d'imaginer, mais pour imaginer, il faut vivre. Oui. Ça vous va? D'accord. Oui, bonsoir. Non, c'était la fois, magnifique film, c'était pas... Je crois que c'est la première fois qu'on met en image, autant que je m'en souvienne, Philippe Roth. Pour moi, je sais que j'ai une génération qui lui porte non, là, ce qui m'a fait hésiter à venir, c'était les acteurs tels qu'on les voit. Alors là, je vais être extrêmement brutal. Mais bon, à la fois, c'est magnifique. Mais c'est vrai que j'avais du mal à imaginer une fille aussi belle que Jean, avec un mec qui n'est pas particulièrement canon. Et je me disais, mais attends, c'est comment il peut arriver à la baiser, je sais pas. Et bon, et en fait, oui, ça marche. Je crois que ça marche. J'adore. Denis me disait avant, je pense pas à Denis, je pense à un autre acteur dans un film que j'avais fait, c'était sur un conte de Noël, et Catherine Deneuve jouait le rôle de la mère de famille qui s'appelait Junon, et le mari s'appelait Abel. Et j'avais proposé le rôle à Jean-Paul Roussillon, et qui venait d'avoir une opération, donc il était très malade, il ne savait pas s'il pouvait jouer le rôle, et puis finalement il pouvait jouer le rôle, enfin il avait du mal avec sa voix, etc. Mais ça s'était bien passé. Et donc j'avais été chez lui, il m'avait demandé à faire des essais avant pour voir si sa voix, ça pouvait aller pour le film. Et il m'avait dit, mais enfin Arnaud,
vous ne pouvez pas me proposer le rôle d'Abel, c'est pas possible. Enfin, Catherine Deneuve, la plus belle femme du monde. Vous voyez comme elle avait été sacrée dans Vogue en 1967. Et je lui avais rajouté une réplique, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec un vieux crapaud? Et je lui ai dit, vous en faites pas, ça je m'en charge. Et je crois que le couple fonctionnait assez bien. Fonctionne assez bien. Cela dit, Denis, dans l'entretien du dossier de presse, dit que pour pouvoir se sentir capable de susciter l'amour et le désir chez Léa Seydoux, il voulait et il devait perdre du poids. Je dis ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai retenu cette citation. Oui, nous en sommes tous là. Voilà, c'est ça. Enfin, je sais pas, je voudrais, mais ça me semble très kiki, je sais pas le dire autrement, de penser que les femmes aiment les beaux hommes. On n'est pas comme ça. On aime, ce qui nous met en appétit, en appétit grave, c'est l'humour, l'intelligence, la disponibilité, et toutes sortes de choses. Mais la beauté, ça peut même être très chiant. Ça permet de regarder si c'est les hommes ou les femmes qui applaudissent. Je suis une passionnée de Philippe Roth. J'ai passé 1 an avec lui, je ne lisais que lui. Et j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans Philippe Roth, dans votre film. Donc je vous félicite de ne pas avoir trahi Philippe Roth. Je suis très touché. J'ai eu le... J'ai beaucoup ri aussi, comme vous, ça m'a fait rire quand vous avez dit ça. Parce que j'ai éclaté de rire avec Philippe Roth. Et c'est un écrivain qui a un corps, qui a un âge, et on le suit dans sa vie et tout. J'adore. Je n'ai pas eu la chance de le connaître, je l'ai eu qu'une fois au téléphone, tout ça, mais je sais que m'importait beaucoup quand le film a été terminé. Je l'ai montré à 2 amis qu'il avait connus. Et j'ai eu très peur parce que j'ai du mal avec les adaptations des livres de Philippe Roth au cinéma. Je pourrais les avoir toutes vues, toutes, même celles qui remontent à il y a longtemps à Hollywood, et aucune ne m'a été utile à lire Philippe Roth. Donc je commençais je finissais le film avec un grand trac, et je l'avais montré à Fred Wiseman, le documentariste qui a connu Philippe Roth à New York, et à Olivier Cohen, l'éditeur qui a dîné 2 fois avec Philippe Roth. Donc je leur ai montré, je les attendais à la sortie de la salle, alors je leur disais, mais alors Denis, ça le fait? Ils me dit, voilà, c'est Philippe Roth. C'était réglé, c'était réglé. Et je crois qu'ils avaient, les acteurs et les actrices ont réussi à retrouver une vis comica et un amour de la vie, et une fois de plus, l'absence d'un désir d'absolution qui est merveilleux et qui appartient tellement à cet auteur qui m'est cher. Pardon, merci beaucoup pour tout. Je veux rebondir sur ce que vous avez dit, Anne Kremer, que je trouve très juste. En fait, moi, j'ai jamais lu Philippe Roth. Je pense que je vais le lire. Et j'ai aimé me laisser transporter jusqu'à la rêverie par les mots, par les plans, les images. Vraiment, je me suis laissée porter. Et en fait, toute la beauté, toute l'attirance. En fait, oui, Denis Podalides, il est ce qu'il est. Et pour moi j'aime beaucoup aller le voir à la Comédie Française. Il me transporte littéralement. D'ailleurs, c'est pas précisé, mais il y a plusieurs comédiens et comédiennes de la Comédie Française. C'est pas mis dans le générique. Rebecca aussi. Ouais, et oui, je trouve qu'on leur rend hommage parce que les mots, les phrases, c'est ça qui nous transporte dans notre imaginaire personnel. Et je me suis souvenu, Anne Kremer, que vous dessinez aussi. Et tout de suite, j'ai été revoir et je voulais vous dire que j'aime beaucoup votre travail d'encre, de dessin à l'encre et à la peinture. Moi-même, je suis concernée par cette profession en tant qu'enseignante. Et je me dis, c'est ça qui nous transporte, c'est les mots, les formes, les couleurs. Pas besoin de chercher midi à 14h. Quand on fait des mots, des formes, quand on produit des mots, des formes, des couleurs, tout ça, ça vient de la vie.
Donc il y a de grands besoins des autres. Oui, oui, c'est la y compris substance. les autres, les pires. Y compris tout ce qu'on voudrait éviter dans la vie et dont on se sert et qu'on va transformer pour en faire ou un dessin ou un livre. Voilà. Donc, c'est une chance incroyable d'écrire, de dessiner ou de faire des films. C'est que tout peut devenir... enfin, on est des transformateurs. Voilà. Tout à fait d'accord, et ça nous nourrit. Ouais. Et merci pour ça. Même ce qui nous fait dégueuler dans la vie nous nourrit dans notre travail. Tout. C'est en ça qu'on est des usines à transformation. Ouais. Et... Tout à fait d'accord. Voilà. Merci le cinéma, merci les livres, merci tout ça, merci la vie. Et c'est ce que fait, c'est ce que on voit le héros du film faire ça, quoi, transformer. À la fois, il est vraiment disponible avec chacune de ses femmes, il les honore, pas seulement de son corps, mais de son écoute, de son intelligence, sa douceur, et ça. Mais aussi des livres qu'il pond et dans lesquels elles ont une seconde existence. Et moi, j'ai eu l'impression, en voyant ton film à la fin, qu'elle le quittait aussi parce que le livre était écrit. Et que quelque chose est accouché pour lui, mais pour elle, elle aussi a accouché d'une autre elle-même, quoi. Et je pense qu'on peut, sans être du tout tordu, vivre des histoires d'amour, d'amitié, avec des gens qui sont des créateurs, et être double et parfaitement honnête. On sait qu'on est absolument avec la personne, et on est aussi avec cet objet tiers dont on ne sait rien, mais qu'on nourrit par notre présence et par ce qui nous échappe. Ça donne un peu à relire la fin du film, parce que quand même il annonce qu'il va l'utiliser pour faire un deuxième livre sur elle. Ce qui laisserait à penser que pour écrire ce deuxième livre, il faut qu'il se reprenne. Il y en a un, c'est La Contre-vie. Voilà, exactement. De Cantor Live. Voilà. Bonsoir. Je voulais juste savoir ce que ça représentait, la scène du tribunal. La scène, ce qu'elle représentait? Oui, dans le roman, enfin dans l'histoire. Comme d'habitude, dans l'histoire, ce sont vraiment des petits chapitres séparés, avec juste des dialogues. Et là, c'est des dialogues entre un procureur, une juge et l'écrivain. Moi, dans l'ordre du scénario, je l'ai placé pendant le voyage en Amérique, juste après qu'il était voir une ancienne étudiante à lui qui a été en hôpital psychiatrique, etc. Ce qui me sidérait en le lisant, me sidérait et qui me donnait grand trac, vous voyez, parce que c'était que j'avais l'impression que Philippe Roth avait, comme une espèce de sismographe, reniflé les prémices de MeToo avec 30 ans d'avance. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est irréconciliable. Alors j'avais la chance de jouer avec Sadia Bentayeb, qui est une actrice voilà, je suis à genoux devant elle. Et alors quand on s'est rencontrés pour lire le texte, elle me disait que j'ai dit, ce qu'il faut, c'est que vous ayez absolument raison. Donc la première chose, c'est qu'il faut que vous soyez drôle. Parce que Philippe est drôle, il faut que la procureure soit drôle. Et elle est drôle. Et ce qu'il faut, c'est que vous ayez absolument raison. Même si Philippe a raison de son côté. Il faut que ce soit des points de vue réconciliables. Et je me demandais, est-ce que c'est possible, en des temps qui sont tendus, de faire une scène de comédie qui mette en scène, qui incarne les différents points de vue qu'on peut avoir autour d'un événement que personnellement je considère, l'adverbe est ridicule, que nous considérons tous comme très heureux. Est-ce que c'est l'avènement de nouvelles paroles ou de paroles qui n'étaient pas entendues? Donc c'est heureux. Et pourtant, ça crée des dissensions. Et est-ce qu'on pouvait en rire? Est-ce qu'on pouvait s'en amuser? Alors je me disais, est-ce qu'on n'est pas trop proche de ça? Est-ce qu'on a le droit de rire de quelque chose qui charrie son flot de douleur, de récrimination, de colère, de mécompréhension, etc. On a fait le pari que oui. Alors c'était important pour moi quand on a tourné cette scène, c'est la jeune femme qui joue la juge, et pas du tout actrice, c'est Frédérique Giffard, une avocate qui a écrit des tribunes que j'aime énormément à plusieurs reprises dans Libération, sur la question de MeToo
et qui est une avocate féministe que je trouve super. Et du coup, il y avait Denis qui était tout seul, qui était entouré par toutes ces femmes avec les figurantes, et qui peu à peu le houspillaient ou rigolaient avec lui, contre lui, etc. Et c'est monté dans une espèce de joie comme ça, porté par Denis et par Sadia Bentayem. Et la pièce, la scène avait tout d'un coup un potentiel de subversion que je trouvais absolument contemporain et qui m'enthousiasme. Très réussi. Mais ça pose quand même au personnage la question de sa culpabilité, quand même. Bien sûr, mais je pense que ce qui s'oppose là, en tout cas c'est ce que je disais aux acteurs, est-ce que ça leur a été utile, j'espère un peu, c'est que Sadia, la procureure, elle a raison parce qu'elle défend la cause de toutes les femmes, de toutes. Et Philippe, il en est totalement incapable. Lui, il défend une femme, et puis une autre, et une autre. Donc leurs points de vue politiques sont irréconciliables. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Je ne sais pas, ça j'ai pas d'avis. Mais de toute façon, ils sont réconciliables. Et s'ils sont réconciliables, donc il y a une comédie qui est possible. Et en plus, un procureur charrie la voix de la société. Et la société, c'est pas s'occuper de l'intime. Philippe, dans le film, il n'est que... il est une membrane sur laquelle tape l'intime des femmes, ou le sien, ou quoi. La société est incapable de légiférer, ou même de comprendre ça. Ça résonne d'ailleurs avec, j'évoquais l'entretien avec Philippe Roth qu'on entendait dans la grande librairie, là, il y a un moment où il affirme la nécessité pour ce livre-là d'appeler le personnage Philippe et pas Nathan, par exemple, une non-fiction, ce qui résonne d'ailleurs avec la scène de dispute avec l'épouse, qui lui demande justement de le mettre à distance. Et lui, dans l'entretien, Philippe Roth affirme que précisément ce sera d'autant plus intéressant s'il s'implique, s'il prend ce risque-là d'être mal compris, d'être jugé par la société, justement, des lecteurs. Je ne sais plus comment il le dit, juste quand vous êtes entré dans la cuisine, il dit me compromettre, c'est ça, c'est ça. Me compromettre. C'est une fois de plus, c'est quand l'auteur ou l'artiste n'est plus du tout avec un grand A, mais tombe du piédestal, est ridicule, est dans l'arène, et tout d'un coup ça devient drôle. Du coup ça devient plus vif. Il apporte un souffle de vie qui est 200 fois. Et c'est vrai que Roth racontait dans cet entretien qu'il avait commencé en disant ce serait des carminotes, c'est pas assez trivial. Donc il se dit si le personnage s'appelle Philippe, les gens vont lire mon livre, ça va être plus embarrassant, quoi. Il avait besoin de se compromettre. Je ne résiste pas au plaisir à rien pervers de rappeler que cette scène-là, pour moi, je pose la question dans les colonnes de positif, mais elle me paraît une réponse fictionnelle et très décalée dans le temps, avec un procès réel de ta vraie vie, mais que tu as gagné, pour des questions qui dialoguent vraiment avec le film, c'est-à-dire qu'une actrice te soupçonnait d'avoir trop pris d'éléments de sa propre vie, et elle en a fait un livre qui s'appelait Mauvais génie, Marianne Denico. Et j'ai l'impression que ce procès-là est une façon de régler définitivement cette question de est-ce qu'on a le droit ou pas, et le film dans son ensemble d'ailleurs, est-ce qu'on a le droit ou pas? Oui. Mon Dieu, j'en ai eu 4. 4? Oh oui, mais ça fait partie de la vie d'écrivain. C'est pas quand vous servez des autres, les autres. C'est-à-dire, je sais pas, parfois, quand vous écrivez quelque chose, souvent il y a des gens qui, vous avez la moitié dans votre famille, il y a la moitié des gens qui disent je suis même pas dans celui-là. Et l'autre moitié des gens qui disent « Eh ben me voilà dans celui-ci ». Donc de toute façon, vous êtes perdant sur les deux tableaux. Vous voyez, vous êtes perdant sur les deux tableaux. Et je voudrais juste citer la phrase. Je pense que c'est bien de s'en amuser, d'en rire. Je pense qu'on n'en termine jamais avec cette culpabilité ou cette absence de culpabilité ou cette posture qui peut être la mienne de ne pas désirer l'absolution. C'est une posture, bien sûr, que peut-être je la désire à mon insu ou de choses comme ça. Je ne peux que me souvenir du mot d'un ami qui me disait ça à l'époque où je pouvais être un peu vilipendé parce que j'étais peut-être polémique, etc. Il disait, mais ça, c'est sûr qu'il ne faut pas coucher avec Kafka parce que, vous voyez, à la fin, vous finissez par recevoir une lettre au père. Et vous voyez, c'est vrai que dans une famille, il y a toujours une mauvaise nouvelle, c'est quand un de vos enfants dit « je vais être écrivain ». Oh là là. Oh là là. Et vous voyez, ça, c'est la phrase de Geneviève Brisac dans son livre « Apparaître », vous voyez. Et aucun enfant n'aime avoir sa mère se répandre en public. Je suis cette mère-là. Voilà. Vous voyez, mes enfants sont désolés de me voir répandre en public, mais vous voyez, c'est toujours ce trait que je trouve commun entre les romans de Roth
et le travail, enfin pas le travail, le mot est impropre, et le jeu de l'acteur, d'être à soi-même son propre matériel, vous voyez, c'est de faire profession d'impudeur. Vous voyez, est-ce qu'un acteur est pudique ou impudique? Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que c'est les deux, et je pense que c'est pour ça que c'est un métier sublime. Et ce qui me frappe, moi, c'est que tu disais que tu avais ce livre en toi depuis 20 ans. En fait, c'est un peu plus que ça, d'ailleurs. Plutôt 25. En fait, il a été nourri par les deux branches qu'on vient de décrire, c'est-à-dire une branche historique d'un mouvement général de la société qui, tout à coup, lui redonne une espèce d'acuité. De MeToo, tout à fait. Et de MeToo, et d'ailleurs pas seulement, parce qu'on pourrait aussi parler de la question d'Israël à l'intérieur du film, on va en parler juste après. Ouais. Mais aussi, d'une certaine façon, par ton propre cheminement de créateur, qui est venu voilà, en écho des problématiques qui étaient déjà écrites dans le livre, et qui, du coup, lui redonne aussi une actualité très intime, en fait. Oui, j'arrivais, vous voyez, j'arrivais à être un acteur, puisque j'arrivais à parler parfaitement de moi avec les mots d'un autre. Je n'avais pas besoin de mes mots à moi, les mots d'un autre me servaient parfaitement à m'exprimer, j'étais heureux comme un poisson dans l'eau. Alors, disons un mot de ça, la question d'Israël, parce que c'est assez présent, en fait, dans le film. Ben, ce qui m'a frappé, c'est de la même manière que MeToo, c'est des propos qui peuvent être... Le livre est beaucoup plus dérangeant que ça, mais j'ai pensé qu'au cinéma... c'est pas le but des films de forcément aller chercher là où ça fait mal, où ça gratte, où ça paradoxe. Le cinéma, on ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire dans un livre. Roth va plus loin dans le livre. Mais en même temps, quand on voit l'éviction de Corbyn ou du Parti travailliste pour antisémitisme, donc on voit récemment l'éviction de Ken Loach du Parti travailliste, après avoir monté une pièce dont j'ai lu des fragments, qui est une pièce purement antisémite, je l'ai lu, c'est révoltant, ce qui n'enlève rien à Ken Loach, etc. On voit que l'histoire de la gauche anglaise est compliquée. Et un Américain arrive là-bas, ne comprend pas et trébuche sur ça. Et on voit que 30 ans après, en fait, ça faisait symptôme et que Roth avait reniflé qu'il se passait là quelque chose qui était bizarre. Et lui, Américain, est pantois devant une forme de bien-pensance. Voilà. Maintenant, comme le générique de début l'indique, vous voyez les Twin Towers et vous voyez le London Bridge, et puis il y a cette absence de téléphone portable, c'était donc avant. C'était avant Netanyahou, c'est une autre époque d'Israël. C'est une époque où les conversations sur Israël, à mon avis, ne pourraient pas avoir lieu de la même façon, pas tout à fait de la même façon que ce qu'elles ont lieu dans le film. En ce sens, le film est un peu daté. Et pourtant, le film prévoit, sent quelque chose qui arrive de cet Américain en exil et qui sent quelque chose de cette haine d'Israël qu'il peut avoir dans la gauche anglaise et qui renifle et qui tout d'un coup s'accompagne. Et moi, c'est le trait peut-être qui me touche le plus. C'est elle dit, c'est clamante anglaise, dit, mais maintenant que je suis avec le plus grand des fléaux d'Amérique, toi et toi, l'Amérique et les Juifs, et voilà que tout d'un coup, des propos qu'on peut tenir à table commencent à l'insupporter elle aussi. Et l'amour lui est venu, et avec l'amour, tout d'un coup, elle reconquiert une autre indépendance d'esprit, ou mettons peut-être une neutralité, où elle recule devant certains clichés. C'est le seul trait que j'ai voulu éclairer à l'intérieur de ce que j'ai cru, l'espace de parole que je croyais pouvoir occuper dans le film, le sujet. Il y a une autre dimension historique qui est très présente et dont on n'a pas du tout parlé, c'est le rapport à l'Europe de l'Est, notamment sur la question de Prague. Voilà. Qu'est-ce qui t'intéressait dans le fait de développer aussi cet aspect-là? Parce qu'il y a des pans du livre que tu n'adaptes pas d'une certaine façon. Là, c'est vraiment important dans la construction générale du récit. Ouais. Or, ça revient à un certain nombre de tes obsessions personnelles sur le monde d'après la chute du mur. Ouais. Pourquoi ça avait vraiment pleinement sa place dans ce récit-là? Parce que ça fait vraiment une trouée vers l'extérieur, vers le passé pour le spectateur. C'est toujours le double mouvement. D'abord, il y a l'obsession de Kafka, hein, il y a son portrait qui trône au-dessus, il y a la scène du procès qui peut faire penser à Kafka aussi. Donc, Prague. Donc le récit à Prague, de ce retour-là, il y a le fait que Roth était obsédé par la Tchécoslovaquie, qu'il a visité jusqu'à en être expulsé, et qu'il avait des amis pragois très proches qui l'ont accompagné toute sa vie, Kundera, Forman, Ivan Passer, etc., et d'autres écrivains encore. Et il se trouve que moi, c'est une de mes obsessions, c'est le fait que un temps, le monde dans lequel j'ai grandi, l'Europe n'était pas une, l'Europe était coupée en deux. Et c'est quelque chose dont je veux me souvenir. Et pour autant, vous voyez, toujours l'écho des temps présents,
c'est quand l'amante anglaise lui dit « Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec tous ces réfugiés, etc. » Il dit « Parce que je pense que parfois les personnes déplacées ont des choses à nous dire. » Et vous voyez, cette parole, elle vient aujourd'hui, alors que l'immigration est d'un type tellement différent de ce qu'on a pu connaître pendant les années d'oppression soviétique. C'est une phrase qui vient résonner en moi comme une préscience, ou comme, vous voyez, comme un intérêt qui m'éveille à la vie. Et vous voyez, il y a un écho entre les temps passés et les temps présents qui vient sonner une note exacte en moi. J'avais regardé l'émission La Grande Librairie et j'avais cru comprendre dans ce que disait Denis Podalides qu'il y avait une ambiguïté un peu dans le fait de savoir s'il s'agissait bien de Philippe Roth, le personnage, ou pas. Mais dans les anecdotes que vous avez dites, là, j'ai l'impression que finalement, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Donc je suis un peu perdue sur ce sujet, je sais pas trop. Mais c'est très très difficile parce que si un acteur il parle que de lui, c'est pas passionnant. Et à nous, ce serait mieux en pas. Et voyez, et quand pourtant, quand vous êtes réalisateur, et si un acteur il fait le personnage, moi je suis outré, je lui dis, enfin parle de toi, je t'en prie. Donne-moi quelque chose de toi. Pourquoi tu me donnes quelque chose du texte? Je m'en fous complètement du texte, je veux que tu me donnes quelque chose de toi. Tu me donnes une livre de chair, comme disait Shylock, tu me donnes du sang, je veux que ce soit toi. Et pourtant, s'il me parle de lui, ça ne m'intéresse pas. C'est le paradoxe de l'acteur, c'est ça qui est magnifique. Alors, évidemment, ce n'est pas Philippe Roth, et pourtant, il faut que ce soit Philippe. Il faut que Philippe laisse la place à Denis pour que Denis me parle de lui. Qu'il me parle de lui, son rapport avec ses compagnes, avec ses divorces, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses... Et il faut qu'il puisse me parler de ça aussi. Alors, Philippe Roth, lui, n'avait pas d'enfant. Est-ce que c'est Philippe, pas Philippe? Philippe lui-même se met sur cette ligne. Et si vous êtes perdu tout autant que l'est le personnage de l'épouse, quand elle lui dit « Oui, mais quand même, pourquoi tu ne changes pas Philippe en Nathan Zuckerman ?» Et à ce moment-là, avec une parfaite mauvaise foi, Philippe lui répond « Parce que cette fois-ci, c'est moi. » Et elle lui dit « Oui, mais t'avais dit que c'était pas toi. » Mais ça, c'est le jeu. C'est ce qu'il appelle homo ludens. C'est se déguiser en soi-même. Et c'est ça, on en revient à l'art de Roth, qui est quelque chose qui me plaît énormément. C'est quand vous arrivez à vous déguiser en vous-même. Quand vous comprenez que vous n'avez pas d'identité, que vous n'êtes qu'une suite de masques. Merci. Merci beaucoup à Annick Grimbert et Arnaud Desplechin. Et merci à tous et bonne soirée. On arrive à la suite de masques.